Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici enfin la suite des reviews sur ce manga monstrueux, avec un chapitre 169 intitulé Main et adaptation qui paraît un peu calme comparé à la bombe lâchée précédemment par Tatsuki Fujimoto. Abonnez-vous pour ne rien rater, et un petit rappel, j'ai repris également les vidéos sur Kaiju, alors n'hésitez pas à soutenir au maximum pour faire grandir la communauté. Dernière chose à vous dire, partagez avec moi toute information importante que je pourrais louper, histoire de me familiariser au maximum avec cette œuvre. Merci à vous, allez c'est parti. Avec toute cette chaleur qui frappe ma région dernièrement, il faut reconnaître que si le chapitre 168 était sorti cette semaine, j'aurais absolument fondu. Bon, j'exagère un petit peu, j'ai vu que la scène a pas mal fait polémique et je comprends tout à fait que cela puisse choquer des fans de l'anime ou des personnes qui ne sont pas encore très habituées au délire de Fujimoto. Pour ma part, ce n'était pas le cas, ça m'a plutôt fait rire. Et j'ai surtout pensé à Pochita qui devait bien être heureux. La dernière vidéo que j'avais faite sur la partie 2 de Chainsaw Man était sur le démon chute. J'avais fait une pause de presque 1 an et j'ai dû tout rattraper. J'ai tout lu en une semaine. Et j'en ai profité pour relire Chainsaw Man depuis le tout premier tome afin de ne pas oublier quelques détails importants. J'avoue que ça m'a beaucoup aidé. Par exemple, je n'avais pas du tout reconnu Barem Bridge au début. C'est justement en relisant le tout que je l'ai aperçu au chapitre 86 du tome 10, ainsi que le reste des autres démons armes. Sauf Kanchi, qui pour le coup s'était déjà montré bien avant. En tout cas, beaucoup de choses se passent. Et on arrive à la fin du monde. À un monde qui se verra dominé par les démons, selon les prophéties de Nostradamus, célèbre astrologue français du XVIe siècle, connu pour ses prophéties cryptiques rassemblées dans son livre Les prophéties. Il y prédit des événements futurs à travers des quatrains obscurs et métaphoriques, ce qui suscite souvent des craintes de catastrophes imminentes chez ses lecteurs. Voilà, c'était le moment Google Senpai. La partie 2 avait commencé bien calmement en présentant le personnage d'Asa Mitaka ainsi que le démon guerre. Comme sûrement beaucoup d'entre vous, je pensais qu'on allait avoir 3 ou 4 parties, chacune centrée autour d'un puissant démon. La domination, la guerre, la famine et la mort. Sauf que le mangaka nous présente déjà 2 des 4 cavaliers de l'apocalypse, avec bien sûr le retour du démon domination qui est la petite Nayuta. Il est clair qu'il va être impossible d'avoir un même type de scénario que la partie 1 qui fut excellent. Au début, je ne savais pas exactement où le mangaka voulait nous emmener. À présent, j'ai l'impression que tout commence à prendre sens petit à petit. Que ce soit les milliers de Chainsaw Man à travers le monde qui commencent à passer à l'action, les alliances qui se forment de partout, la sécurité publique qui ne gère plus rien, tout est incontrôlable. Et il est impossible pour Denji de vivre et de profiter dans un monde pareil. Comme on l'a vu, il est en pleine remise en question. Est-il heureux ou malheureux? Et qu'est-ce que Pochita penserait à sa place? À part le fait de manger ce qu'il désire, je trouve que presque tout le reste lui a été forcé et imposé d'une certaine manière. Avoir des intimités avec une fille n'a été bénéfique que lorsqu'il éprouvait des sentiments pour la personne en question. Se faire soi-même plaisir a été mieux pour lui, contrairement à ce qu'il a expérimenté avec Yoru. Donc il est normal qu'il ressente une grande frustration, même s'il a cette impression d'avoir réalisé ses rêves, et d'en vouloir toujours plus. C'est tout à fait normal. Et justement, il a dû éprouver plus de plaisir lorsqu'il se battait pour les atteindre. Regardez-moi ce pauvre Denji devant tous ses sushis. Et pourtant, il tire une sale gueule. Ça montre à quel point il est mal. Dans tous les cas, il apprend à se connaître de plus en plus. J'espère juste qu'on n'aura pas le retour de ce Denji-là. Parlons de ce restaurant nommé au 100 sushi, ou encore Death by Sushi. Je préfère celui en anglais. Je ne sais pas si ça peut être un petit clin d'œil au tout dernier démon de la mort qu'on attend tous ou pas. Également, j'ai directement pensé au Family Burger, l'endroit où la pauvre Kobeni a subi plein de traumatismes.
Il y a quelques points bizarres, comme le fait que les deux gardes, donc le démon Katana et l'autre, aient complètement disparu. Soit ils se sont fait attraper par les divisions spéciales, soit ils auraient communiqué avec Barem, mais c'est moins probable. Parce que comment ce démon à la con les aurait retrouvés? On rappelle que ce dernier est quand même trop puissant. C'est en appuyant sur sa molaire qu'il peut se transformer en démon avec des sortes de tanks et des lance-flammes pour ses bras. Sa force, sa défense et encore sa vitesse sont bien supérieures à la moyenne, rivalisant avec quelques puissants démons. Et il a le don d'énerver tout le monde, même si son plan était en réalité très ingénieux. Il a fait passer un accord à tous les fidèles de Chainsaw Man en leur disant qu'ils pouvaient prendre l'apparence qu'ils voulaient s'ils contractaient avec le démon justice. En réalité, il s'agissait du démon feu, et plus il a de contractants, plus sa puissance se décuple. Le but de toute cette stratégie est de faire augmenter cette sensation de peur de Chainsaw Man, vu qu'il perdait en puissance puisqu'il était devenu un héros, et donc très aimé par de nombreuses personnes. Il fallait donc le rendre suffisamment craint pour qu'il devienne suffisamment puissant et faire face à la prophétie qui se réalisera dans quelques mois si je dis pas de bêtises. Il fallait donc se préparer pour le démon mort. Avec cette révélation, j'ai une question à laquelle je n'ai pas la confirmation pour le moment. Avec qui Yuko avait passé un contrat au début de la partie 2, puisque nous avons appris que le démon justice se trouvait en enfer avant qu'il se fasse invoquer dans le vrai monde pour perdre son combat et mourir. Il y a pas mal de zones d'ombre auxquelles j'espère qu'on aura des réponses. Savoir que beaucoup de fidèles se font tremper quant à l'identité du démon avec qui elles contractent est juste terrifiant. Sinon, ça reste un chapitre vraiment bon, des gens qui s'amusent, Kiga le démon famine qui me fait toujours autant kiffer, elle fait n'importe quoi et ne vit évidemment que pour la bouffe. Car que serait le monde sans pizza et gâteau bien sûr? N'oublions pas, il faut sauver l'humanité pour profiter de ces merveilles. Et juste entre nous, petite référence à l'attaque des titans, on aurait dit le moment où Kaya voulait planter Gabi. J'ai eu le même ressenti, Denji n'a pas perdu de temps. Il y a également la situation qui concerne Nayuta, portée disparue. On sait que Barem est sans aucun doute encore sous l'emprise de Makima, ce qui me surprend d'un côté, mais bon, ça doit être une exception vu qu'il s'agit d'un des 4 pouvoirs des cavaliers de l'Apocalypse. C'est pour cela qu'il a un avantage par rapport à elle. Mais elle ne peut pas mourir normalement et peut toujours contrôler le reste pour se défendre. Sauf que j'ai juste un mauvais pressentiment. Barem fait exactement la même chose que Makima pour faire sortir le vrai Chainsaw Man depuis le début. Il lui en veut terriblement. Il est prêt à tout pour le détruire psychologiquement. Il voudra sûrement le manipuler, donc je m'en fais pour Nayuta. Dites-moi ce que vous en pensez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que le chapitre de Kaiju no 8 sort toutes les 2 semaines comparé à Chainsaw Man. On se retrouve mercredi prochain pour parler du chapitre 170 et pour aborder d'autres points importants. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous, mangez des sushis et à la prochaine.